merci. Et on remobilisera Pierre tout à l'heure parce qu'il y a une autre intervention sur laquelle il va certainement avoir des choses à dire. Francine, à toi de jouer. Tu te Bien, présentes. merci. Donc, moi, je vais vous dire d'où je parle et pourquoi je parle de l'Anthropocène. En 1900, en 2000, pardon, en 2016, nous avons créé une association avec Jacques Brejon notamment et d'autres amis, mais Jacques, devant être là, je voulais quand même le citer, en se posant la question de ce que pouvait advenir si la civilisation écologique existait et se mettait en mouvement. Et bien sûr, ça nous a interrogés d'un certain nombre de points de vue, et je me suis emparée de la question anthropocène du point de vue de ce qu'on appelle le grand récit. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se construit autour de ce mot-là? Et c'est ce que je vais essayer de vous résumer très rapidement et vous dire un petit peu comment les choses peuvent se passer et se sont passées. Alors, ça rejoindra des petites choses d'ailleurs beaucoup moins savantes en ce qui me concerne. Donc, que de ce qu'a dit Pierre, pardon. L'Anthropocène, un nouvel espace-temps pour penser la bifurcation écologique. Bon, je vous apprends rien en disant que l'écologie, ça date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Ça a commencé à se construire au XIXe siècle avec un certain nombre de questions posées par Darwin et d'autres. Bon, et par celui qui a créé le mot écologique et dont j'oublie toujours le nom, Henkel. Voilà. Donc, ce mot étant apparu, il est devenu essentiel pour expliquer un certain nombre de choses. Et puis, c'est un peu dilué, et puis il est réapparu sous la pression d'ailleurs de la pression sociale et politique. On a un peu le même phénomène avec l'Anthropocène, c'est-à-dire que c'est un mot, comme dit Braudel, qui apparaît parce qu'on en a besoin. Donc, tu peux passer le suivant. Voilà. Donc, là aussi, on a affaire à un néologisme, comme on avait pour l'écologie, qui s'est construit, comme pour l'écologie, à partir du grec ancien anthropos, l'homme, et de kainos, nouveau. Au sens littéral, on dit l'homme nouveau. En fait, de manière un peu plus habituelle maintenant, on parle de l'âge de l'homme. Il semble que l'usage du terme remonterait à 1960 et aurait été utilisé par des chercheurs soviétiques. C'est ce que dit Scotto d'Apollina. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Moi, je n'avais pas repéré, mais donc je lui fais confiance, bien entendu. Il avait déjà pour objectif de souligner l'ampleur des impacts humains sur le système Terre. Et effectivement, cette période correspond à tout un ensemble de concepts sur l'écologie qui se sont bien structurés. Et donc, on peut considérer qu'effectivement, ce terme est bien apparu dans les années 60. En fait, la popularisation du terme, c'est-à-dire tel qu'il s'est développé largement jusqu'à envahir l'espace public, c'est Eugène Stoemer, qui est hydrobiologiste américain, et Paul Crutzen, qui est un chimiste néerlandais qui a eu le prix Nobel en 1995 pour ses travaux sur la couche d'ozone, sur le trou de la couche d'ozone. J'espère que Pierre est d'accord avec ce que je dis, que je ne dis pas de bêtises. Suivant. Alors, c'est là où le débat commence un petit peu, parce que en fait, la Commission internationale de stratigraphie, qui est l'instance scientifique qui coordonne toutes les activités de mesure justement de la Terre, est un corps scientifique évidemment extrêmement puissant. C'est lui qui détient la connaissance, le savoir, les protocoles et les vérifications.
Et ce sont des protocoles extrêmement rigoureux, très complexes, dont j'ai à peu près compris comment ça pouvait fonctionner. Je vous le dirai d'une manière un peu imagée. Mais en fait, il s'agit d'une approche intégrée qui résulte d'analyse de la géochimie, de la paléontologie, de la géochimie, de la pétrographie, de l'astronomie et plus récemment de l'océanographie. Et en fait, c'est une série de mesures qui doivent être vérifiées, d'après ce que j'ai compris, de manière simultanée dans l'espace et dans le temps. Et sinon, on ne peut pas, enfin, l'instance légitime ne peut pas dire quoi que ce soit, et c'est ce que dit Claude Lorius en disant on va peut-être un peu vite en besogne en disant qu'on est déjà rentré dans l'Anthropocène. C'est pas validé complètement. Alors, moi, ce que j'avais compris, c'est que, voilà, si par exemple on a un gâteau à millefeuille, hein, il y a plusieurs couches, et puis le millefeuille, il est préparé par un cuisinier français, un pâtissier africain, un pâtissier américain, enfin bon. Alors, tous savent faire le millefeuille, mais en fait, ils ne se trouvent pas dans la même situation. Donc, en fait, l'apparence concrète, enfin, l'apparence physique du millefeuille, elle est partout la même, sauf que quand on plonge une sonde dans le millefeuille, on s'aperçoit que les couches ne sont pas tout à fait les mêmes partout. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai compris. C'est-à-dire, pour moi, voilà, selon l'endroit où on est et les évolutions qu'il y a eu, la profondeur des couches peut être différente et peut-être pas la même. Alors, c'est ma manière à moi d'interpréter, parce que comme je n'ai pas du tout de formation en la matière et que j'ai abordé ça avec les moyens que j'avais, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de scientifiques se sont évidemment penchés sur la question, et notamment sur un certain nombre d'entre eux, et c'est confirmé d'ailleurs aussi par la Commission internationale de stratigraphie, avancent que l'urbanisation, que le prélèvement des ressources fossiles et biotiques, que la transformation des habitats naturels, etc., que tous ces éléments sont des facteurs qui ont fait dévier la Terre de sa trajectoire naturelle. Alors, moi, je me suis interrogée sur si les facteurs, je peux comprendre, qu'est-ce que voulait dire la trajectoire naturelle de la Terre? Parce que ça voudrait dire que elle se développait et en fait, l'homme n'y était pas pour grand-chose. Or, non, l'homme, quand je dis l'homme, les humains, ils sont pour quelque chose. Mais, justement, c'est là où les choses se corsent aussi. Suivant. Quand je dis que ça fait presque consensus, c'est-à-dire, on pense effectivement que l'agir humain a dévié la trajectoire géologique de la Terre et que les humains sont devenus une force géologique majeure, alors à l'égal d'autres facteurs géologiques naturels. C'est là aussi où la question se pose. Donc, quand je dis cette hypothèse, sans être complètement réfutée par les stratigraphes, n'est pas, selon eux, absolument vérifiée, je renvoie d'ailleurs à l'exposé d'1h30 que fait Catherine Jandel, qui est un vrai plaisir. J'ai à peu près compris ce que ça voulait dire d'être dans ce groupe de travail. Je vous conseille d'aller le voir, d'aller voir son film là, qui est vraiment très, très agréable à suivre et on comprend un petit peu mieux. Cela dit,
cette hypothèse est évidemment le fait que l'homme, les individus sont des facteurs assez déterminants de cette transformation de la Terre est fortement soutenu par les spécialistes de la science de la Terre, les géographes, les historiens, les anthropologues, les philosophes. Cela dit, à l'intérieur de tout ça, ils ne sont pas d'accord non plus, il y a des nuances et c'est là où ça devient très compliqué aussi de faire la part des choses et d'où, suivant, le foisonnement de termes qui essayent de dire ce qu'on entend par anthropocène. Et là, le champ qui est ouvert par ce concept géologique a ouvert les vannes, je dirais, et le chercheur polonais qui a travaillé là-dessus notamment a repéré à peu près 80 alternatives, mots. Alors évidemment, je ne les ai pas tous relevés, mais j'en ai relevé quelques-uns parce que je les trouvais intéressants, certains parce que moi-même je les avais vérifiés par des travaux et des lectures que j'avais faites de première main, d'autres de manière moins directe. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous donner un petit échantillon, parce que les 80, j'étais incapable de le faire, bien entendu. Alors, un des, je dirais, des tenants de cet anthropocène lié au rôle des humains, c'est Dipesh Chakrabarty. Il est très, très connu et c'est un philosophe. Il est professeur aux États-Unis, je crois, de mémoire. Il est d'origine indienne. Il est marxiste et il part du principe qu'effectivement, l'histoire humaine et l'histoire géologique ont convergé et qu'on est bien dans l'anthropocène. Pour lui, il en a la conviction. Cela dit, cette position est souvent combattue par un certain nombre de chercheurs qui considèrent qu'on ne peut pas considérer que tous les pays, tous les groupes sociaux ont eu la même incidence parce que et on peut se référer à ce qu'a dit hier notre amie Marceline, le pygmée qui est dans la forêt et qui vit de cueillette jusqu'à présent et de chasse et de cueillette n'a peut-être pas eu le même impact sur la transformation de la Terre et en tout état de cause, il a été plutôt victime que actif et dans cette affaire. Donc, Andreas Malm, qui est suédois de mémoire, il me semble, oui, suédois, qui est aussi d'inspiration que j'appelle moi néo-marxiste, dit que cet anthropos indifférencié qui unifie l'humanité par la biologie et le carbone, la rend collectivement responsable de la crise, effaçant par là même la manière dont en fait, les choses ont vraiment évolué selon lui. Et donc, c'est faire porter à tous les hommes indistinctement, quand je dis tous les hommes, à tous les individus, et à tous les hommes et à toutes les femmes. Mais alors là je ne suis pas tout à fait d'accord pour les femmes, mais je reviendrai. Donc, de cette responsabilité. Le terme de capitalocène, d'ailleurs, du coup, devient majeur, c'est lui qui tient la corde. Hein. Capitalocène, je n'ai pas besoin de vous expliquer, hein, c'est comment le capitalisme qui s'est développé, alors là, il y a des grands débats, hein, est-ce qu'on est dans un capitalisme qui s'est développé avec les grandes cités italiennes, marchandes, ou bien est-ce qu'on est dans un capitalisme qui s'est développé à partir des grandes conquêtes coloniales, etc. Donc là, il y a un débat. C'est bien ce on verra d'ailleurs après, c'est pour ça que la datation fait débat. Certains vont même, c'est le cas de Bonneuil et Fressoz jusqu'à parler, mais More le dit aussi d'ailleurs, d'anglocène et de thanatocène,
quand même dur. Hein. Donc là, les textes de Bonneuil et de Fressoz sont parfaitement clairs. Et ensuite, excusez-moi. Ensuite, alors moi, ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est la position de Donna Haraway sur le Stutuluchen, ce qui est un peu difficile à prononcer, je vous l'accorde, mais qui donne une vision que j'appellerais de manière provocatrice, féministe des choses, en disant que le vivant, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle fait rentrer le concept de vivant, saisi à la fois par les sons, les odeurs, etc. Et elle rejoint en cela, comment elle s'appelle, Anna Tsing, qui en tant qu'anthropologue a exactement la même position, Isabelle Stringer, etc. Comme par hasard, d'ailleurs, je suis désolée, là je vais citer plutôt des femmes, mais qui introduisent des notions un peu différentes. Bon, le technocène, je dois dire que je n'ai pas regardé très en détail, mais vous voyez à peu près ce que ça veut dire. L'homogénocène, vous voyez aussi, les rémocènes, chacun a sa définition. Le néganthropocène de Stigler, bon, je pense que vous connaissez les travaux de Stigler, donc je ne vais pas les détailler. L'anthropocène de Parivka, alors là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est le premier qui parle de l'enfouissement, ce qu'il appelle les médias zombies, c'est tout ce qui va être lié au développement de l'Internet, des câbles sous-marins, donc de tout ce qu'on enfouit. Il parle des enfouissements de ferraille, mais aussi de tout ce qui est développé dans les fonds marins, en terre, etc. Le plantano, alors c'est difficile à prononcer, hein, mais c'est pour ça que l'anthropocène, c'est quand même nettement plus simple. Le plantatiocène d'Anna Tsing. Alors, je vous le considère, moi je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, ce livre, enfin quand il est sorti. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Alors, c'est à la fois une enquête extrêmement rigoureuse, telle que Dewey d'ailleurs les préconise, et c'est à la fois une réflexion philosophique et politique et une analyse très rigoureuse de ce champignon qu'elle a appelé le champignon de la fin du monde, qui est le Matsutake, qui est apparu sur les ruines de Tchernobyl et qui est un champignon extrêmement prisé des Japonais. C'est l'équivalent de nos truffes noires, si vous voulez, mais encore plus sublimé que nos truffes noires, parce que ça a une odeur très très forte et surtout, c'est un produit extrêmement recherché. Vous direz aussi la truffe noire en France, mais vraiment, il est beaucoup plus, c'est encore plus sublimé pour les Japonais. Et ça s'appelle Matsutake parce que c'est un champignon qui vient du pain, d'un pain japonais apparemment. Bon, là, j'ai un peu décroché, mais voilà l'histoire. Alors, ce livre, je vous le conseille d'abord parce qu'il est merveilleusement bien écrit, très bien traduit d'ailleurs, et qu'il croise vraiment les approches philosophiques, politiques et sensibles et biologiques de ce qu'on appelle le vivant non animé, hein, non parlant. Enfin, je parle évidemment de l'Urbanocène de Michel Lusseau et de Francis Pisani. Le dernier cours que j'ai écouté de Michel Lusseau, qui est un ami d'ailleurs que je connais bien, parce que j'ai eu l'occasion de coopérer avec lui dans un certain nombre de réflexions, notamment sur la ville émergente. Michel fait un cours absolument merveilleux, lumineux, mais c'est un cours de géographe. C'est un peu embêtant que ce soit seulement un géographe. C'est la seule réserve, mais c'est très bien. Dernière diapo. Alors voilà, je vous présente ma matrice écosophique en guise de conclusion. Donc c'est mon schéma mental. J'en avais besoin, c'est là où je me repère pour avoir
les concepts qui m'aident, selon mes interlocuteurs, à développer certains points plutôt que d'autres. Pourquoi je l'ai appelé éco-sophique? Parce que je pense que l'écologie et la philosophie ont quand même quelque chose à voir. C'est d'ailleurs, les philosophes sont très présents dans cette question. Je pense évidemment à Michel Serres, mais je dirais qu'en ce qui me concerne, ma filiation est Spinoza, Montaigne, Kant, Rousseau, Guattari, Serres, Ricoeur, Aldo Léopold et Günther Anders, qui m'ont vraiment structuré et apporté des clés de compréhension dont j'avais besoin. Je ne suis pas philosophe de formation, j'ai fait de la philosophie dans ma jeunesse, et puis je m'y suis remise très sérieusement depuis quelques années. Mais je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est ma matrice écosophique. Je fais référence là au texte de Guattari que je pourrais vous d'ailleurs, que j'avais déjà communiqué, je crois. Donc, pour moi, il y a quoi? Il y a le vivant. C'est la clé de voûte, que ce soit du vivant humain ou non humain, ce que dit Descola d'ailleurs, parle du non humain. Et puis, on a évidemment la Terre, et puis on a l'humanité, et tout ça s'articule ou essaye de s'articuler avec le monde scientifique et le monde politique. Le monde scientifique lui-même étant à la fois spécifique, séparé et très peu articulé ou mal articulé, entre les sciences qu'on appelle dures de manière classique, physique, chimie, biologie, et les humanités pour aller vite, qu'elles soient sociales, économiques, philosophiques, etc. Et le politique, qui lui, évidemment, est très important, parce que c'est quand même lui qui a les responsabilités. Et quand je dis les politiques, c'est nous tous. Ce n'est pas simplement les politiciens, c'est nous tous en tant qu'acteurs politiques et agents politiques. Et donc, le gouvernement, les gouvernements, et non pas la gouvernance, le gouvernement des hommes et des choses. Et là, je reprends et je fais référence à Bruno Latour, qui a été très clair sur ces aspects aussi-là. J'apprécie beaucoup Bruno d'ailleurs aussi, au passage, même si j'ai des désaccords de temps en temps avec lui. Et tout ça fonctionne dans des espaces-temps qui sont réglés, ou en tout cas régulés, j'ai fini, régulés par la planète, et c'est là où on revoit l'Anthropocène, et par des régimes d'historicité, ce que explique très bien François Hartog, qui nous amène sur la question des civilisations, des cultures et des généalogies. Voilà, c'est une matrice qui me permet de me repérer et surtout de voir ce dont j'ai besoin lorsque j'ai envie de parler de l'Anthropocène. Merci, et je voudrais terminer. Je suis bien contente qu'on ait appelé ça l'Anthropocène, parce qu'on aurait appelé ça du nom de femme, j'aurais pas du tout été contente. Merci. Merci Francine. Y a-t-il quelques questions pour Francine tout de suite, ou vous les réservez pour un petit peu plus tard pour les débats? Moi, pourquoi pas, Edith Planche. Est-ce que vous pouvez développer un peu le Stutulucène? Alors, c'est un peu long parce que justement, c'est Donna Haraway, je vous conseille de la lire, c'est merveilleux hein, ce qu'elle écrit. Et c'est une écoféministe hein, qui a beaucoup travaillé sur la question de la sensorialité, mais qui en même temps a une vision extrêmement politique, parce qu'elle a beaucoup travaillé en Amérique latine notamment, et de la transformation qui s'opère dans ces territoires, et à travers justement tout cet appareil sensoriel
qui est développé par les sons, par les odeurs, etc. Et c'est tout un mouvement de l'écologie qui est très intéressant à analyser parce que il n'est pas simplement d'une sensorialité immédiate, hein, je dirais. Il est raisonné dans un registre à la fois politique et avec une vision constructive d'une écologie transformatrice. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui. Oui, oui. Mais je vous conseille de lire. C'est des merveilles à lire. Hein. Vraiment, je vous le conseille. Autant sur certains, il faut s'arracher les cheveux. Hein. Mon copain Stigler, Dieu et son âme, mais il n'est pas toujours facile à lire. Mais là, vraiment, Anna Tsing, c'est un vrai bonheur hein, à lire. J'ai une petite question rapide, Didier. C'est sur la diapo suivante. Francine, Oui. si je comprends bien là, dans la représentation mentale que tu fais des différents concepts, tu distingues quand même clairement le monde et la biosphère. Hein. C'est-à-dire que tu en fais deux éléments séparés, c'est ça? Non, oui, enfin, oui. Oui et non. Si tu veux, moi, la biosphère, c'est vraiment la matérialité terre, air, etc. Alors que le monde, c'est le monde que l'homme construit, c'est ce qu'on appelle le mondain, et ce qu'il est capable de transformer et sur lequel il intervient, pour le pire comme pour le meilleur d'ailleurs. Quand il fait de la techno-scientifique, du techno-scientifique bombe atomique, c'est dramatique. Quand il fait du digital, ça peut être très dangereux, mais ça peut être aussi porteur de transformation. Mais je pourrais dire la même chose avec la découverte un certain nombre de découvertes. On le sait très bien. C'est ce que l'homme en fait, ce que nous, société, nous en faisons, qui transforme les choses, Et en si bien on comme en mal. Si on remplace monde par humanité, pardon, non, pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que le monde, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, la manière dont on veut construire le monde. Les humanités, c'est une manière de penser, effectivement, le monde. Mais le monde, c'est le monde philosophique et politique tel que nous voulons le conduire. Et ouais, d'accord. Parce que tu mets bien le mot transformation. Oui. Alors moi, je te pose la question parce que je n'ai rien repensé. Est-ce que justement, dans l'Anthropocène, se joue pas une façon de considérer le lien entre biosphère et monde? Bien sûr que oui. C'est pour ça que, enfin, mon petit copain qui m'a fait mon schéma, il m'a un peu trahi là, mais c'est pas grave. Si tu veux, regarde, j'ai mis. Je voulais pas qu'on mette nature, art et technique encadrés comme ça. Si tu veux, il y a ce que j'appelle moi les éléments ou outils transactionnels. Je fais référence là à l'analyse transactionnelle. C'est un terme que certains doivent connaître dès qu'on a fait un peu de psychanalyse ou de trucs comme ça. C'est comment le concept de nature, le concept d'art et le concept de technique nous aident à faire circuler dans cette planète les éléments. C'est pour ça qui doivent nous constituer à la fois en termes d'êtres vivants, d'êtres pensants et d'acteurs politiques. Est-ce que j'ai répondu ? Oui. Et puis, on ne va pas monopoliser la parole. Enfin, je ne vais pas le monopoliser. Non, parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est des débats. Ouais. Là, si on commence à tirer le fil, on y est Oui, jusqu'à oui, non, mais là, hein. de même, tu vois, j'ai mis préserver, fructifier. Je suis plus d'accord avec moi-même. J'ai dit non, j'aurais dû dire protéger. Et puis, autre chose. Tu vois, donc, quelquefois, je suis même pas d'accord avec moi-même. Donc, c'est quand même embêtant aussi. Parce qu'on a besoin de débattre. C'est ça le problème. Nous avons aussi besoin de débattre de ces questions. C'est fondamental. Eh oui, mais on est d'accord. Hein. C'est ce que disait Hannah Arendt. Hein. Quand on commence à réfléchir, on n'est forcément pas d'accord avec soi-même. Oui, absolument. Et comme dans un des chapitres de mon livre, je commence par Freud et je finis par Hannah Arendt, tu vois, ça va très bien.